Je n'aurais jamais imaginé que ma propre famille me ferait ça. À 80 ans, après avoir consacré toute ma vie à élever mes enfants, à les nourrir, à les consoler dans leur peine, à célébrer leur joie, je me retrouve seule dans cette maison vide, sans nourriture, pendant que ceux que j'ai portés dans mon ventre profitent de vacances luxueuses quelque part loin de moi. La trahison a un goût amer que même le temps ne peut adoucir. C'était 3 jours avant Thanksgiving, et je croyais encore que nous allions passer les fêtes ensemble, comme toujours. Mon fils Thomas est arrivé le premier ce matin-là. Il avait ce sourire forcé que je connaissais trop bien, celui qu'il affichait quand il était petit et qu'il avait fait une bêtise. Il s'est assis dans mon salon, sur ce canapé bleu que j'avais acheté il y a 30 ans avec leur père, et il a commencé à parler de vacances, de plages, d'hôtels 5 étoiles. Ma fille Sophie est arrivée peu après, avec son parfum coûteux et ses vêtements de créateur. Ils avaient l'air excités, nerveux. Je sentais qu'ils me cachaient quelque chose, mais jamais je n'aurais pu deviner l'ampleur de leur cruauté. Thomas a fini par lâcher le morceau. Ils avaient décidé de partir en voyage pour Thanksgiving, toute la famille, vers une île paradisiaque dont je ne connaissais même pas le nom. Les petits-enfants étaient déjà au courant, leurs valises étaient faites. Sophie m'a regardé avec ces yeux que je lui avais vus tant de fois quand elle voulait obtenir quelque chose, cette expression calculée qui me serrait le cœur. Elle m'a dit que ce serait trop compliqué pour moi de les accompagner, que le voyage serait fatigant, que l'avion, le décalage horaire, tout serait trop difficile pour une femme de mon âge. J'ai senti mes mains trembler sur mes genoux. Mes propres enfants venaient de me dire que j'étais trop vieille, trop faible, trop encombrante pour faire partie de leur projet. Dites-moi en commentaire de quelle ville vous regardez cette vidéo. Et si cette histoire vous touche, abonnez-vous maintenant à notre chaîne. Nous publions chaque jour des histoires vraies qui parlent au cœur. En vous abonnant, vous ne raterez jamais nos récits émouvants et vous nous aidez énormément à continuer. Activez la cloche de notification pour être alerté dès qu'une nouvelle histoire est publiée. Cela ne prend que 2 secondes, mais cela signifie le monde pour nous. Alors s'il vous plaît, abonnez-vous maintenant, car les prochaines minutes de cette histoire vont vous bouleverser encore plus. J'ai essayé de garder mon calme. J'ai demandé quand ils partaient. Demain matin, très tôt, m'ont-ils répondu. Je leur ai demandé combien de temps ils seraient absents. 1 semaine, peut-être 10 jours. Mon cœur s'est serré. Thanksgiving sans ma famille. Les premières fêtes depuis la mort de mon mari l'année dernière, et il me laissait seule. J'ai avalé ma salive et j'ai posé la question qui me brûlait les lèvres, est-ce qu'ils avaient pensé à me laisser de quoi manger, puisque je ne conduis plus depuis mon accident il y a 6 mois et que le supermarché est à plusieurs kilomètres. Le silence qui a suivi ma question reste gravé dans ma mémoire comme un coup de poignard. Thomas a regardé Sophie. Sophie a regardé ses chaussures. Personne ne disait rien. J'ai compris à cet instant précis qu'ils n'y avaient même pas pensé. Leur propre mère, seule pendant plus d'1 semaine, et l'idée de me laisser de la nourriture ne leur avait même pas traversé l'esprit. Thomas a finalement bafouillé quelque chose à propos de courses qu'il pourrait faire rapidement, mais Sophie l'a interrompu en disant qu'il n'avait pas le temps, que les valises n'étaient pas finies, qu'il devait encore confirmer les réservations. Elle m'a dit, avec ce ton désinvolte qui m'a glacé le sang, que je pourrais commander de la nourriture en ligne, que c'était facile maintenant avec tous ces services de livraison. Je les ai regardés, ces 2 adultes qui étaient autrefois mes bébés, et je ne les ai pas reconnus. Comment étaient-ils devenus si froids, si égoïstes? J'ai pensé à toutes ces nuits blanches quand ils étaient malades, à tous ces sacrifices que leur père et moi avions faits pour qu'ils puissent avoir une bonne éducation, des vacances, une vie meilleure que la nôtre. J'ai pensé à ces moments où j'avais mis mes rêves de côté pour être là pour eux, toujours là, toujours présente. Et maintenant, ils ne pouvaient même pas prendre 1 heure pour aller au supermarché et me laisser de quoi tenir 1 semaine. Sophie s'est levée la première, pressée de partir. Elle m'a embrassée sur la joue, un baiser rapide et froid comme une obligation administrative. Thomas a fait de même, me tapotant l'épaule avec une condescendance qui m'a donné envie de pleurer. Ils m'ont dit qu'ils m'appelleraient de là-bas, qu'ils prendraient des photos pour me montrer à leur retour. Puis ils sont partis, et j'ai entendu la porte se refermer avec un bruit qui résonne encore dans ma tête. Je suis restée assise dans ce salon, entourée des photos de famille accrochées au mur, toutes ces images d'un bonheur qui me semblait désormais appartenir à une autre vie. Et la première journée n'a pas été trop difficile. J'avais encore quelques restes dans le réfrigérateur, un peu de pain qui commençait à durcir, un fond de confiture.
J'ai mangé légèrement, me disant que je devais économiser ce qui restait. J'ai essayé de comprendre comment commander de la nourriture en ligne comme Sophie me l'avait suggéré, mais mon vieil ordinateur était lent et les sites web étaient compliqués. Il fallait créer des comptes, entrer des informations de carte bancaire, choisir parmi des centaines d'options. Mes yeux fatigués peinaient à lire les petits caractères. Après 2 heures de tentatives infructueuses, j'ai abandonné, les larmes aux yeux. Le deuxième jour, c'était Thanksgiving. Je me suis réveillée avec cette sensation étrange de solitude absolue. D'habitude, à cette heure-là, ma cuisine aurait été remplie d'odeurs de dinde rôtie, de purée de pommes de terre, de tarte aux pommes. Les enfants et les petits-enfants auraient déjà été là, riant, parlant fort, remplissant la maison de vie. Cette année, il n'y avait que le silence. Un silence si lourd qu'il me semblait pouvoir le toucher. J'ai ouvert le réfrigérateur et j'ai trouvé un yaourt périmé depuis 3 jours et une pomme flétrie. C'était mon repas de Thanksgiving. Je me suis assise à la table de la cuisine, celle où j'avais servi des milliers de repas à ma famille pendant plus de 50 ans, et j'ai pleuré. Je n'ai pas pleuré discrètement, non, j'ai sangloté comme une enfant abandonnée. Toutes ces années de dévouement, d'amour inconditionnel, de sacrifice, pour en arriver là. À 80 ans, affamée et seule pendant que mes enfants se prélassaient au soleil. La trahison n'était pas seulement dans le fait qu'ils soient partis, mais dans leur indifférence totale à mon bien-être. Ils savaient que je ne pouvais pas conduire. Ils savaient que je n'étais pas à l'aise avec la technologie. Et malgré tout, ils étaient partis sans se retourner. Mon téléphone a sonné en fin d'après-midi. C'était Sophie, avec cette voix enjouée insupportable. Elle me racontait la plage magnifique, le buffet somptueux de l'hôtel, les cocktails au bord de la piscine. Les enfants s'amusaient tellement bien. Thomas et sa femme avaient fait une excursion en bateau. Tout était parfait. Elle m'a demandé comment j'allais, mais avant même que je puisse répondre, elle a éclaté de rire à cause de quelque chose que mon petit-fils venait de dire. Je lui ai demandé s'il pensait à moi. Il y a eu un silence gêné, puis elle m'a dit que bien sûr il pensait à moi, qu'il m'envoyait plein de bisous. Je lui ai dit que je n'avais presque plus rien à manger. Elle m'a répondu que j'exagérais sûrement, qu'il devait bien rester quelque chose dans les placards. Puis quelqu'un l'a appelée en arrière-plan et elle m'a dit qu'elle devait y aller, qu'ils allaient dîner. Elle a raccroché avant même que je puisse dire au revoir. Cette nuit-là, j'ai eu du mal à dormir. La faim me tenaillait l'estomac, mais c'était surtout la douleur émotionnelle qui me gardait éveillée. Je repensais à toute ma vie, à tous ces moments où j'avais été là pour eux. Quand Thomas était tombé de son vélo à 7 ans et s'était cassé le bras, j'étais restée à l'hôpital toute la nuit à ses côtés. Quand Sophie avait eu le cœur brisé par son premier amour à 16 ans, j'avais passé des semaines à la consoler, à l'écouter pleurer, à lui dire que tout irait bien. Quand leurs propres enfants étaient nés, j'avais été là, présente, aidante, aimante. Et maintenant, ils ne pouvaient même pas s'assurer que j'avais de quoi manger. Le 3e jour a été le plus difficile. Le yaourt périmé m'avait rendu malade pendant la nuit. J'étais faible, déshydratée. J'ai fouillé dans tous les placards et j'ai trouvé une vieille boîte de crackers rassis et une conserve de haricots verts dont la date limite de consommation remontait à 2 ans. Je n'avais pas le choix. J'ai ouvert la conserve avec mes mains tremblantes et j'ai mangé ces haricots froids, directement à même la boîte. Ils avaient un goût métallique et désagréable, mais mon estomac criait famine. C'était l'un des moments les plus humiliants de ma vie. J'ai pensé à appeler quelqu'un, mais qui ? Mes amies de mon âge avaient leurs propres problèmes, certaines étaient en maison de retraite, d'autres ne conduisaient plus non plus. Mes voisins étaient de jeunes couples occupés que je connaissais à peine. J'aurais pu appeler les services sociaux, mais la honte m'en empêchait. Comment expliquer que mes propres enfants, qui avaient de bonnes situations, de belles maisons, de l'argent pour des vacances luxueuses, m'avaient laissé mourir de faim ? J'imaginais le jugement, la pitié dans les yeux des gens. Je ne pouvais pas supporter cette humiliation supplémentaire. Les jours suivants se sont fondus dans un brouillard de faim et de tristesse. J'ai trouvé un vieux sachet de thé et je me suis fait de l'eau chaude pour tromper mon estomac vide. J'ai mangé les derniers crackers en les mâchant lentement, essayant de faire durer chaque bouchée. Je passais mes journées assise dans le fauteuil du salon, celui où leur père s'asseyait avant de mourir, et je regardais par la fenêtre sans vraiment voir. Ma force déclinait de jour en jour.
Monter les escaliers pour aller me coucher devenait un effort considérable. Thomas a appelé le 5e jour. Il avait l'air détendu, heureux. Il m'a parlé d'un restaurant incroyable où ils avaient dîné, avec des fruits de mer frais et des vins français. Pendant qu'il me racontait son repas gastronomique, je sentais mon estomac se contracter douloureusement. J'ai essayé de lui dire que j'allais vraiment mal, que je n'avais plus de nourriture depuis plusieurs jours, que j'étais faible. Il a ri, croyant que j'exagérais pour les culpabiliser. Il m'a dit que j'étais forte, que je pouvais tenir encore quelques jours, qu'il rentrerait bientôt. Sa désinvolture face à ma souffrance m'a coupé le souffle. Comment mon propre fils pouvait-il être aussi cruel? C'est à ce moment-là que quelque chose s'est brisé en moi. La douleur de la trahison était devenue insupportable. Je me suis rendu compte que mes enfants ne m'aimaient pas vraiment, pas de la façon dont une famille devrait s'aimer. Pour eux, j'étais devenue un fardeau, une obligation, quelque chose dont il fallait s'occuper de temps en temps par devoir mais sans véritable affection. Toutes ces années où je croyais construire des liens indéfectibles avec mes enfants, je me trompais. J'avais été une mère aimante, dévouée, mais eux étaient devenus des étrangers égoïstes qui ne voyaient en moi qu'une vieille femme encombrante. Le 6e jour, j'ai eu un malaise. Je me suis évanouie dans le salon et je me suis réveillée par terre, ne sachant pas combien de temps j'étais restée là. Mon corps me faisait mal partout. J'ai rampé jusqu'au téléphone et j'ai failli appeler les urgences, mais quelque chose m'en a empêché. La fierté peut-être, ou la peur de ce qui se passerait après. Si on me trouvait dans cet état, les questions se poseraient. Mes enfants seraient jugés, peut-être même poursuivis. Et malgré tout ce qu'ils m'avaient fait, malgré cette trahison cruelle, une partie de moi voulait encore les protéger. C'est pathétique, je sais, mais l'amour maternel ne disparaît pas comme ça, même face à la pire des ingratitudes. J'ai réussi à me traîner jusqu'à la cuisine et j'ai bu de l'eau du robinet, beaucoup d'eau, pour remplir mon estomac vide. J'ai ouvert et fouillé dans chaque placard avec l'énergie du désespoir. Au fond d'une armoire, derrière de vieux plats que je n'utilisais plus, j'ai trouvé un paquet de nouilles instantanées oubliées depuis des années. Les larmes ont coulé sur mes joues. Ce paquet de nouilles bon marché était devenu un trésor inestimable. Je l'ai préparé avec des mains tremblantes, et quand j'ai pris la première bouchée, j'ai pleuré de soulagement et de tristesse. Soulagement d'avoir enfin quelque chose dans l'estomac, tristesse de réaliser à quel point j'étais seule et abandonnée. Cette nuit-là, allongée dans mon lit, j'ai pris une décision. Quand ils reviendraient, je ne leur dirai rien. Je ne me plaindrai pas, je ne leur ferai pas de reproches. Je ferai comme si tout allait bien. Mais quelque chose avait changé en moi. Le lien qui me rattachait à eux s'était rompu. On ne peut pas revenir en arrière après une telle trahison. Ils avaient montré leur vrai visage, et je ne pourrais jamais l'oublier. J'étais leur mère, je les aimerais toujours d'une certaine manière, mais je ne leur ferai plus jamais confiance. Je ne compterai plus jamais sur eux. J'étais seule dans ce monde, et il était temps que je l'accepte. Le 7e jour, miracle, j'ai trouvé dans le congélateur du sous-sol, que j'avais presque oublié, un vieux pain congelé depuis des mois. Il avait des cristaux de glace partout et sentait le renfermer, mais je l'ai décongelé et j'en ai mangé, tartinant les tranches avec les dernières gouttes de miel cristallisé que j'avais trouvées au fond d'un pot. Ce n'était pas grand-chose, mais cela m'a permis de tenir. Chaque bouchée était une victoire contre le désespoir qui menaçait de m'engloutir. Je me suis surprise à penser à toutes ces fois où je jetais de la nourriture, des restes que personne ne voulait manger. Si seulement j'avais su que je me retrouverais un jour dans une telle situation. Les souvenirs remontaient par vagues. Je me rappelais comment, pendant les années difficiles après la guerre, mes parents se privaient de manger pour que nous, les enfants, ayons assez. Je revoyais ma mère diviser les portions avec soin, s'assurant que chacun de ses enfants ait sa part avant de prendre la sienne. Elle finissait souvent nos restes, ne se plaignant jamais. À l'époque, je ne comprenais pas vraiment la profondeur de son sacrifice. Maintenant, affamée et abandonnée par mes propres enfants, je réalisais l'ironie cruelle de la situation. J'avais essayé d'être une mère aussi dévouée que la mienne, mais mes enfants n'avaient pas hérité des mêmes valeurs. Quelque chose s'était perdu en chemin. Le 8e jour, mon voisin, Monsieur Dupont, un homme gentil d'une 50aine d'années, a sonné à ma porte. Il venait me demander si j'avais vu son chat qui s'était échappé. Quand j'ai ouvert la porte, il a eu l'air choqué. Je devais avoir une mine terrible après une semaine de quasi-jeûne. Il m'a demandé si j'allais bien,
et j'ai failli tout lui raconter, mais les mots sont restés coincés dans ma gorge. Au lieu de cela, j'ai dit que j'étais juste un peu fatiguée, que j'avais eu une petite grippe. Il m'a regardée avec inquiétude et m'a demandé si j'avais besoin de quelque chose. C'était ma chance de demander de l'aide, de la nourriture, mais la fierté et la honte m'en ont empêché. J'ai secoué la tête et je lui ai souhaité bonne chance pour retrouver son chapouin après avoir fermé la porte, je me suis effondrée en larmes. Pourquoi étais-je incapable de demander de l'aide à un voisin bienveillant alors que j'en avais désespérément besoin? C'était ma fierté, cette fierté stupide qui me faisait préférer souffrir en silence plutôt que d'admettre que mes propres enfants m'avaient abandonné. Quelle image cela donnerait-il de moi, de ma famille, de l'éducation que j'avais donnée à mes enfants? Les gens me jugeraient, me plaindraient, et cette pitié serait plus difficile à supporter que la faim elle-même. Le 9e jour, j'ai commencé à avoir des hallucinations. La faim et la faiblesse jouaient des tours à mon esprit. Je voyais mon mari assis dans son fauteuil, me souriant comme il le faisait avant. Je l'entendais me dire que tout irait bien, qu'il était là. Puis il disparaissait et je réalisais que j'étais seule, que ces visions n'étaient que le produit de mon cerveau affamé. J'ai passé la journée à errer dans la maison, touchant les objets qui appartenaient à mon mari, ses livres, sa vieille pipe, ses lunettes de lecture. Il me manquait terriblement. S'il avait été là, rien de tout cela ne serait arrivé. Il aurait défendu ma place dans la famille, il aurait remis nos enfants à leur place. Mais il était parti, et j'étais seule face à leur cruauté. Ce soir-là, Sophie a rappelé. Elle était excitée, ils avaient décidé de prolonger leur séjour de 2 jours supplémentaires. L'hôtel leur avait fait une offre spéciale et ils ne pouvaient pas refuser. Elle m'a demandé si ça me dérangeait. J'ai voulu crier, hurler ma rage et ma douleur, lui dire que je mourais de faim pendant qu'elle profitait de massages et de cocktails. Mais au lieu de cela, j'ai simplement dit que c'était bien, qu'il devait en profiter. Ma voix devait être étrange parce qu'elle m'a demandé si j'étais sûre que tout allait bien. J'ai dit oui, encore une fois, protégeant mes bourreaux. Après avoir raccroché, je me suis demandé pourquoi je faisais ça. Pourquoi est-ce que je continuais à les protéger alors qu'ils ne méritaient que ma colère? Le 10e jour, j'ai atteint un point de non-retour dans ma réflexion sur la trahison. Je me suis rendu compte que ce qui me faisait le plus mal n'était pas la faim physique, mais la faim émotionnelle. Mes enfants m'avaient affamé d'amour, de respect, de considération. Pendant toutes ces années, j'avais nourri leur corps et leur âme, et maintenant qu'ils étaient adultes et que c'était à leur tour de prendre soin de moi, ils me laissaient mourir de faim au sens propre et figuré. La trahison n'était pas juste dans cet abandon pendant Thanksgiving, c'était l'aboutissement de nombreuses petites trahisons accumulées au fil des années. Je me suis souvenu de toutes ces fois où ils avaient oublié mon anniversaire, ou l'avaient célébré avec un coup de fil rapide et une carte achetée à la dernière minute. De toutes ces occasions où ils m'avaient promis de venir me voir et avaient annulé au dernier moment. De tous ces moments où j'avais eu besoin d'eux et où ils avaient été trop occupés, trop pris par leur propre vie. J'avais toujours trouvé des excuses pour eux, me disant qu'ils avaient leur propre famille, leur carrière, leurs obligations. Mais maintenant, je voyais la vérité en face, je n'étais pas une priorité dans leur vie. J'étais un accessoire pratique quand ils avaient besoin d'une baby-sitter gratuite pour les petits-enfants, mais une nuisance quand il s'agissait de vraiment prendre soin de moi. Le 11e jour, dans un état de faiblesse extrême, j'ai commencé à écrire une lettre. Je voulais mettre mes pensées par écrit, dire à mes enfants tout ce que je ressentais, toute la douleur qu'ils m'avaient causée. J'ai écrit pendant des heures, mes mains tremblantes traçant les mots sur le papier. Je leur ai raconté chaque jour de cette semaine horrible, la faim, la solitude, le désespoir. Je leur ai dit à quel point leur trahison m'avait brisé, comment elle avait détruit l'image que j'avais de notre famille. Je leur ai rappelé tous les sacrifices que j'avais faits pour eux, non pas pour les culpabiliser, mais pour qu'ils comprennent la profondeur de l'ingratitude dont ils avaient fait preuve. En écrivant cette lettre, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. C'était comme si chaque mot libérait une partie de la douleur accumulée. Je leur ai dit que je leur pardonnais, parce que c'est ce qu'on fait quand on aime ses enfants, mais que je ne pourrais jamais oublier. Je leur ai dit que notre relation avait changé à jamais, que la confiance était brisée, que l'innocence de l'amour maternel inconditionnel avait disparu. Je leur ai demandé comment ils pourraient vivre avec eux-mêmes sachant ce qu'ils m'avaient fait, comment ils pourraient regarder leurs propres enfants et espérer être traités différemment quand ils seraient vieux. Quand j'ai fini d'écrire, j'ai relu la lettre plusieurs fois. Puis,
Dans un geste qui m'a surprise moi-même, je l'ai déchiré. Morceau par morceau, j'ai réduit ces pages en confetti. Je ne la leur donnerai jamais. À quoi bon? Ils ne comprendraient pas. Ils trouveraient des excuses, minimiseraient ma souffrance, peut-être même se mettraient-ils en colère contre moi pour les faire se sentir coupables. La véritable trahison, j'ai réalisé, c'était qu'ils n'avaient pas la capacité émotionnelle de comprendre ce qu'ils avaient fait. Ils étaient tellement centrés sur eux-mêmes, tellement déconnectés de l'empathie basique, qu'ils ne verraient jamais cette situation de mon point de vue. Le 12e jour, j'ai trouvé une vieille boîte de soupe en poudre périmée depuis 3 ans au fond d'un placard. Je l'ai préparée et je l'ai bu lentement, savourant chaque gorgée malgré le goût étrange. C'était probablement ma dernière nourriture avant leur retour le lendemain. Mon corps était si faible que je pouvais à peine me tenir debout. J'avais perdu du poids, mes vêtements flottaient sur mon corps décharné. Mes mains tremblaient constamment et j'avais des vertiges chaque fois que je me levais. Mais j'avais survécu. J'avais survécu à leur abandon, à leur trahison. Cette pensée me donnait une forme de fierté amère. Cette dernière nuit avant leur retour, je n'ai presque pas dormi. Je pensais à ce que je leur dirais, comment je me comporterais. Devais-je leur montrer ma colère, leur faire comprendre ce qu'ils avaient fait? Ou devais-je garder ma dignité, faire comme si de rien n'était, les laisser dans leur ignorance bienheureuse? J'ai finalement décidé pour la deuxième option. Je ne leur donnerai pas la satisfaction de me voir brisée. Je garderai ma douleur pour moi, comme je l'avais toujours fait. Mais je savais que les choses avaient changé. Je les verrais désormais avec des yeux différents, des yeux qui avaient vu leur véritable nature. Le 13e jour, le jour de leur retour, je me suis levée tôt malgré ma faiblesse. Je me suis douchée, habillée, j'ai essayé de me donner une apparence normale. J'ai caché tous les signes de ma semaine d'enfer, la boîte de conserve vide, les emballages de crackers, les traces de mon désespoir. Je voulais qu'ils trouvent la maison comme ils l'avaient laissée, propre et ordonnée, avec une mère qui avait apparemment bien géré leur absence. Je ne leur ferai pas ce plaisir de voir à quel point ils m'avaient fait souffrir. Ils sont arrivés en fin d'après-midi, bronzés, détendus, souriants. Les petits-enfants couraient partout, excités de me montrer les coquillages qu'ils avaient ramassés sur la plage. Sophie m'a embrassée et m'a dit que j'avais l'air fatiguée, que je devrais me reposer plus. L'ironie de sa remarque m'a presque fait rire. Thomas a posé leur valise dans l'entrée et m'a demandé comment s'était passée ma semaine. J'ai dit que tout s'était bien passé, que j'avais lu, regardé la télévision, que le temps était passé vite. Je voyais dans leurs yeux le soulagement de ne pas avoir à gérer ma détresse. Ils voulaient croire que je m'en étais bien sortie, alors je leur ai donné ce qu'ils voulaient. Sophie a ouvert le réfrigérateur pour prendre de l'eau et a remarqué qu'il était presque vide. Elle m'a demandé si j'avais mangé mes réserves. J'ai simplement hoché la tête. Elle a froncé les sourcils, peut-être qu'une petite part d'elle commençait à réaliser, mais elle n'a rien dit. Thomas a proposé qu'on commande des pizzas pour le dîner, et tout le monde a applaudi. Ils étaient fatigués du voyage et n'avaient pas envie de cuisiner. Nous nous sommes tous assis dans le salon pendant qu'ils me racontaient leurs vacances en détail, les restaurants somptueux, les plages paradisiaques, les activités qu'ils avaient faites. Je les écoutais en silence, un sourire figé sur mon visage. En les observant, je voyais des étrangers. Ces personnes que j'avais portées, élevées, aimées plus que tout au monde, étaient devenues des étrangers incapables de l'empathie la plus basique. Pendant qu'ils parlaient de leur paradis tropical, je repensais à mes journées solitaires et affamées. Pendant qu'ils riaient des anecdotes amusantes de leur voyage, je me souvenais de mes nuits à pleurer de faim et de solitude. Le contraste était si violent, si douloureux, que j'ai dû m'excuser et aller aux toilettes pour reprendre contenance. Dans la salle de bain, je me suis regardée dans le miroir. Mes yeux étaient cernés, mes joues creuses. J'avais vieilli de 10 ans en une semaine. Mais ce n'était pas mon apparence physique qui me choquait le plus, c'était ce que je voyais dans mes yeux. Il n'y avait plus cette lumière, cette joie qui brillait quand je regardais mes enfants. À la place, il y avait quelque chose de dur, de froid, de résigné. La femme dans le miroir avait été trahie et ne l'oublierai jamais. J'ai essuyé mes larmes, redressé mes épaules, et je suis retournée au salon avec mon masque de normalité bien en place. Les pizzas sont arrivées et nous avons mangé ensemble. Chaque bouchée était difficile à avaler, non pas physiquement, mais émotionnellement.
Mes petits-enfants mangeaient avec insouciance, laissant même des morceaux dans leurs assiettes. Je me souvenais comment, il y a seulement quelques heures, j'aurais donné n'importe quoi pour une seule tranche de cette pizza. Maintenant, elle était là, abondante, et personne autour de cette table ne réalisait le privilège simple d'avoir de la nourriture à volonté. Personne ne se souciait du fait que pendant qu'ils festoyaient dans un hôtel de luxe, je fouillais désespérément dans mes placards pour trouver quelque chose, n'importe quoi, à manger. Après le dîner, Sophie a commencé à me montrer des photos sur son téléphone. Photo après photo de leur bonheur, de leur sourire, de leurs moments privilégiés. Sur l'une d'elles, ils étaient tous autour d'une table immense couverte de plats pour le dîner de Thanksgiving. Dinde rôtie, purée de pommes de terre, sauce aux canneberges, tarte aux pommes, tout était là. Mon estomac s'est retourné. C'était donc ça, leur Thanksgiving parfait pendant que je mangeais des haricots périmés à même la boîte. Thomas a remarqué mon expression et a dit avec un grand sourire que c'était le meilleur repas de Thanksgiving qu'ils aient jamais eu. Je me demande s'il réalisait la cruauté de ces mots. Cette nuit-là, après leur départ, je me suis effondrée dans mon lit, épuisée physiquement et émotionnellement. Mais contrairement aux nuits précédentes remplies de larmes et de désespoir, celle-ci était différente. J'étais en colère. Une colère froide et déterminée montait en moi. Je ne pouvais pas laisser passer cette trahison sans conséquence. Je ne voulais pas me venger, mais je voulais qu'ils sachent. Je voulais qu'ils comprennent ce qu'ils avaient fait. Peut-être que rien ne changerait, peut-être qu'ils trouveraient encore des excuses, mais au moins, je n'aurais pas gardé ce poison en moi. Les jours suivants, j'ai commencé à planifier comment leur faire comprendre. J'ai pensé à les confronter directement, mais je savais qu'ils se mettraient sur la défensive, qu'ils minimiseraient ma souffrance. J'ai pensé à leur écrire une nouvelle lettre, mais les mots sur papier sont faciles à ignorer. Puis, une idée m'est venue. Le prochain repas de famille était prévu pour Noël, dans quelques semaines. Ce serait l'occasion parfaite. Je leur préparerai une leçon qu'ils n'oublieraient jamais. Les semaines ont passé lentement. Je me suis remise physiquement de ma semaine d'épreuve, mangeant régulièrement, reprenant du poids. Mais émotionnellement, la blessure était toujours aussi vive. Chaque fois que Sophie ou Thomas m'appelaient avec leur voix légère et insouciante, je sentais la colère bouillonner en moi. Ils n'avaient toujours pas compris. Ils pensaient que tout était comme avant. Ils ne voyaient pas que quelque chose d'irréparable s'était brisé entre nous. Un après-midi, environ 3 semaines après leur retour, Thomas est passé me voir à l'improviste. Il avait l'air préoccupé. Il s'est assis et m'a demandé si j'allais bien, si quelque chose me tracassait. Il avait remarqué que j'étais différente depuis leur retour de vacances, plus distante, moins chaleureuse. C'était ma chance de tout lui dire, de crever l'abcès. J'ai ouvert la bouche pour parler, pour lui raconter chaque détail horrible de cette semaine, mais encore une fois, les mots ne sont pas venus. Au lieu de cela, je lui ai dit que je vieillissais, que c'était normal de changer. Il a semblé soulagé par cette explication simple et nous avons parlé d'autre chose. Après son départ, je me suis maudite pour ma lâcheté. Pourquoi ne pouvais-je pas leur dire la vérité ? Était-ce par peur de leur réaction, par peur de détruire définitivement notre relation déjà fragile, ou était-ce quelque chose de plus profond ? Peut-être que je ne voulais pas leur donner le pouvoir de se justifier, de minimiser, de transformer ma souffrance en quelque chose de banal. Tant qu'ils ne savaient pas officiellement, je gardais le contrôle de mon récit, de ma douleur. C'était ma trahison à porter, ma croix à garder secrète jusqu'au moment où je choisirais de la révéler. Noël approchait rapidement. Sophie m'a appelé pour confirmer que tout le monde viendrait chez moi pour le réveillon, comme chaque année. Elle m'a demandé ce que je comptais préparer. D'habitude, je passais des jours à cuisiner, préparant tous leurs plats préférés avec amour et attention. Cette année, j'ai simplement dit que je m'en occuperais. Le ton de ma voix devait être étrange parce qu'elle m'a demandé si j'avais besoin d'aide. J'ai répondu que non, que je gérais parfaitement. Le jour de Noël est arrivé. J'avais tout préparé minutieusement. La maison était décorée, le sapin brillait de 1000 feux, la table était magnifiquement dressée. Tout semblait normal, festif, chaleureux. Ils sont tous arrivés vers 17h, les bras chargés de cadeaux joliment emballés. Les enfants couraient partout, excités par l'atmosphère de Noël. Sophie et Thomas semblaient détendus, heureux d'être en famille. Ils ne se doutaient de rien. Nous avons commencé par l'échange de cadeaux dans le salon.
Les enfants ont ouvert leurs présents avec des cris de joie. Sophie a reçu un foulard de soie qu'elle voulait depuis longtemps, Thomas une montre de qualité. Ils m'ont offert un cadre photo numérique avec des photos de famille préchargées. L'ironie ne m'a pas échappé. Des photos de moments heureux qui cachaient une réalité beaucoup plus sombre. Je les ai remerciés avec un sourire qui ne touchait pas mes yeux. Puis est venu le moment du dîner. Tout le monde s'est installé à table, affamé et joyeux. J'ai apporté l'entrée, une simple salade. Ils ont commencé à manger en bavardant gaiement. Puis j'ai apporté le plat principal. Au lieu de la dinde rôtie traditionnelle qu'ils attendaient, j'ai posé sur la table une petite boîte de conserve de haricots verts, celle-là même que j'avais mangée pendant leur absence, et un paquet de crackers rassis. Le silence s'est abattu sur la table. Sophie a été la première à parler. Elle a demandé, avec un petit rire nerveux, si c'était une blague. J'ai répondu calmement que non, que c'était le dîner de Noël. Thomas a froncé les sourcils et a demandé où était le reste de la nourriture. Je me suis assise à ma place et je les ai regardés, tous ces visages confus et légèrement inquiets. Puis j'ai commencé à parler. J'ai raconté chaque jour de cette semaine horrible pendant Thanksgiving. La faim, la solitude, le désespoir, la trahison. Ma voix était calme mais ferme. Je n'ai pas pleuré, je n'ai pas crié. J'ai simplement dit la vérité. Le silence qui a suivi mon récit était assourdissant. Sophie était devenue blanche comme un linge. Thomas ne pouvait pas me regarder dans les yeux. Les petits-enfants, sentant la tension, étaient devenus très calmes. J'ai dit que ce repas de Noël, ces haricots en conserve et ces crackers rassis, c'était ce que j'avais mangé pour mon Thanksgiving pendant qu'ils festoyaient dans leur hôtel de luxe. Je voulais qu'ils sachent ce que c'était que d'avoir faim, d'être abandonné, d'être trahi par ceux qu'on aime le plus au monde. Sophie a commencé à pleurer. Elle a dit qu'elle ne savait pas, qu'elle pensait que j'exagérais, qu'elle ne pensait pas que ce serait aussi grave. Thomas a essayé de se justifier, disant qu'il m'avait dit d'utiliser les services de livraison en ligne, qu'il pensait que je pourrais me débrouiller. Leurs excuses sonnaient creuses, pathétiques. Ils cherchaient à minimiser leurs responsabilités, à se dédouaner de leur cruauté. Mais ils ne pouvaient pas effacer ce qui s'était passé. Les faits étaient là, indéniables. J'ai dit que je ne cherchais pas leurs excuses ou leurs justifications. Je voulais juste qu'ils sachent. Qu'ils vivent avec cette connaissance. Que chaque fois qu'ils penseraient à ce Thanksgiving paradisiaque, ils se souviennent aussi de leur mère affamée et seule. Que cette trahison les hante comme elle me hantait. Je leur ai dit que notre relation avait changé pour toujours, que la confiance était brisée, que je ne compterais plus jamais sur eux. Pourquoi que ce soit. Thomas s'est levé brusquement, visiblement bouleversé. Il a dit que c'était injuste, qu'il ne voulait pas me faire de mal, qu'ils avaient fait une erreur. Une erreur, ai-je répété. Laisser sa mère de 80 ans mourir de faim pendant plus d'une semaine n'est pas une erreur, c'est un choix. Un choix dicté par l'égoïsme, par l'indifférence, par un manque fondamental d'humanité. Ils avaient choisi leur confort et leur plaisir au détriment de mon bien-être le plus basique. Sophie a essayé de me prendre la main, mais je l'ai retirée. Elle a supplié mon pardon, a dit qu'il ferait mieux, qu'il serait plus attentif. Mais c'était trop tard pour ses promesses. Trop tard pour les regrets. J'ai vécu cette trahison dans ma chair et dans mon cœur, et aucune promesse ne pouvait effacer cette expérience. Je leur ai dit que je leur pardonnais parce que c'est ce qu'on fait dans une famille, mais que pardonner ne signifie pas oublier. Je n'oublierai jamais. Les petits-enfants étaient maintenant en larmes, ne comprenant pas vraiment ce qui se passait mais sentant le poids émotionnel de la situation. Je les ai regardés et j'ai ressenti une profonde tristesse. Ces enfants innocents apprenaient ce soir-là une leçon terrible sur les conséquences de l'égoïsme et de l'indifférence. J'espérais qu'ils se souviendraient de ce moment quand ils seraient adultes, qu'ils traiteraient leurs parents mieux que mes enfants ne m'avaient traité. Finalement, j'ai dit que s'ils voulaient un vrai dîner de Noël, il y avait de la nourriture dans la cuisine. J'avais préparé la dinde, les accompagnements, le dessert. Je ne suis pas assez cruelle pour vraiment les laisser affamer. Mais je voulais qu'ils ressentent, ne serait-ce qu'un instant, ce que j'avais ressenti. Cette impuissance, cette humiliation, cette trahison. Sophie s'est précipitée dans la cuisine et a ramené les plats que j'avais préparés. Ils ont mangé en silence, le repas qui aurait dû être joyeux transformé en un moment de honte et de réflexion. Après le dîner, personne ne voulait vraiment rester.
L'atmosphère était trop lourde, trop chargée d'émotions difficiles. Ils ont commencé à rassembler leurs affaires, les enfants silencieux et confus. Avant de partir, Thomas s'est approché de moi. Il avait les larmes aux yeux. Il a dit qu'il était désolé, vraiment désolé, qu'il n'avait jamais voulu me faire du mal. Je l'ai regardé, cet homme de 50 ans qui était encore mon petit garçon dans mon cœur, et j'ai vu sa sincérité. Mais j'ai aussi vu son égoïsme, sa facilité à oublier, sa capacité à se concentrer uniquement sur sa propre vie. Je lui ai dit que ce n'était pas le geste en lui-même qui me blessait le plus, c'était ce qu'il révélait sur nous, sur notre famille. Le fait qu'ils avaient pu partir en vacances luxueuses sans se soucier de savoir si leur mère âgée et dépendante aurait de quoi manger montrait à quel point j'étais devenue invisible pour eux. Je n'étais plus une personne avec des besoins, des sentiments, une dignité. J'étais devenue un objet familial qu'on range dans un coin quand on n'en a pas besoin. Cette prise de conscience était plus douloureuse que la faim que j'avais endurée. Sophie est venue ensuite, son mascara coulant sur ses joues. Elle a tenté de me serrer dans ses bras mais je suis restée raide. Elle a murmuré des excuses encore et encore, comme si les répéter pouvait effacer ce qui s'était passé. Je lui ai demandé si elle se souvenait de quand elle était petite et qu'elle avait peur du noir. Je restais avec elle toute la nuit, assise sur une chaise à côté de son lit, pour qu'elle se sente en sécurité. Je sacrifiais mon sommeil, ma fatigue, mon confort, parce que son bien-être était ma priorité absolue. Je lui ai demandé quand exactement son bien-être à elle avait cessé d'être sa priorité à moi. Elle n'avait pas de réponse. Comment aurait-elle pu? La vérité était là, nue et brutale. Nos priorités n'étaient pas les mêmes. Pour eux, leur vie, leurs désirs, leurs besoins venaient en premier. Je venais après, loin après. Et cette réalisation était comme un couteau qui s'enfonçait encore et encore dans mon cœur. J'avais passé ma vie à faire d'eux ma priorité, et eux avaient grandi en considérant cela comme acquis, comme quelque chose qui leur était dû plutôt que comme un don précieux d'amour. Ils sont partis dans la nuit froide de Noël, emportant avec eux le poids de leur culpabilité. Je suis restée seule dans ma maison décorée, entourée des restes d'un repas de fête qui avait tourné à la confrontation. J'ai regardé le sapin scintillant, les guirlandes brillantes, et j'ai ressenti une étrange sensation de paix. J'avais dit ma vérité. J'avais refusé de continuer à porter seule le fardeau de leur trahison. Je les avais forcés à voir ce qu'ils avaient fait, à affronter leurs actions. C'était douloureux, déchirant même, mais c'était nécessaire. Les semaines suivantes ont été difficiles. Thomas m'a appelé presque tous les jours, désespéré de réparer notre relation. Il proposait de venir me voir, de m'emmener faire des courses, de m'aider avec tout ce dont j'avais besoin. Sophie envoyait des messages constants, des fleurs, des paniers de nourriture. Leurs efforts étaient sincères, je le savais, mais ils arrivaient trop tard. Ces attentions auraient dû être là avant, pas comme réaction à ma confrontation, mais comme expression naturelle de leur amour et de leur respect pour moi. J'ai accepté leur aide mais avec une distance émotionnelle que je n'avais jamais eue auparavant. Je les remerciais poliment pour leur service mais je ne leur ouvrais plus mon cœur. Quand ils me demandaient comment j'allais vraiment, je répondais par des généralités. Je ne partageais plus mes peurs, mes espoirs, mes pensées profondes. Cette intimité émotionnelle que nous avions, ou que j'avais cru avoir, appartenait au passé. Ils l'avaient détruite avec leur abandon, et elle ne pourrait jamais être complètement reconstruite. Un jour, environ 2 mois après ce Noël désastreux, Sophie est venue me voir avec une proposition. Elle et Thomas avaient discuté et ils voulaient que je vienne vivre avec l'un d'eux. Ils ne voulaient plus me laisser seule, ils voulaient s'assurer que je serais toujours prise en charge. C'était leur façon d'essayer de réparer ce qu'ils avaient cassé. Mais j'ai refusé. Je leur ai expliqué que leur proposition venait de la culpabilité, pas de l'amour véritable. Si cet amour avait été là, ils n'auraient jamais eu besoin de cette culpabilité pour les pousser à agir. J'ai dit que je préférais rester dans ma maison, avec mes souvenirs, ma liberté, ma dignité. J'ai organisé des services d'aide à domicile, des livraisons de courses régulières, tout ce dont j'avais besoin pour être indépendante. Je ne voulais plus dépendre de mes enfants, car cette dépendance m'avait rendue vulnérable à leur négligence. En prenant le contrôle de ma propre vie, je me protégeais d'une autre trahison potentielle. C'était triste d'en arriver là, mais c'était la réalité de notre nouvelle relation. Les mois ont passé et une nouvelle normalité s'est installée.
Mes enfants venaient me voir régulièrement, mais nos interactions étaient différentes. Il y avait une formalité, une prudence qui n'existait pas avant. Ils marchaient sur des œufs autour de moi, craignant de me blesser à nouveau. Moi, je gardais une distance de sécurité, protégeant mon cœur d'une éventuelle nouvelle déception. Nous étions une famille en apparence, mais la profondeur émotionnelle, la confiance absolue, l'amour inconditionnel avaient disparu, emportés par leur trahison. Les petits-enfants, eux, semblaient m'aimer davantage. Ce soir de Noël leur avait enseigné quelque chose d'important sur la fragilité des relations familiales, sur l'importance de prendre soin de ceux qu'on aime. Ils venaient me voir seul parfois, me racontant leur journée, me demandant des conseils. Dans leurs yeux, je voyais une compréhension nouvelle, une maturité précoce. Ils avaient vu leurs parents confrontés à leur cruauté et cela les avait changés. Au moins, quelque chose de positif émergeait de cette tragédie familiale. Un an après ce Thanksgiving fatidique, alors que la saison approchait à nouveau, Thomas m'a demandé ce que je voulais faire pour les fêtes. Je lui ai dit que je voulais passer Thanksgiving seul. Pas par rancune, mais parce que j'avais besoin de ce moment pour moi, pour réfléchir, pour faire la paix avec ce qui s'était passé. Il a semblé blessé mais a respecté ma décision. Le jour de Thanksgiving, je me suis préparé un repas simple mais délicieux. J'ai mangé lentement, savourant chaque bouchée, reconnaissante d'avoir de la nourriture, de la chaleur, un toit. En mangeant, j'ai pensé à tout ce que cette expérience m'avait appris. J'avais appris que l'amour parental n'est pas toujours réciproque, que donner tout son cœur ne garantit pas de recevoir la même chose en retour. J'avais appris que même les liens du sang peuvent se briser sous le poids de l'égoïsme et de l'indifférence. J'avais appris que la trahison la plus profonde vient souvent de ceux qu'on aime le plus. Mais j'avais aussi appris que je suis plus forte que je ne le pensais, que je peux survivre à la déception la plus cruelle et en ressortir avec ma dignité intacte. Et la trahison de mes enfants m'avait volé quelque chose de précieux, cette naïveté heureuse de croire que l'amour familial est indestructible. Mais elle m'avait aussi donné quelque chose, une clarté douloureuse sur la nature humaine, sur les limites de l'amour, sur l'importance de se protéger même au sein de sa propre famille. J'avais perdu une illusion mais gagné une vérité, même si cette vérité était difficile à accepter. Maintenant, à 81 ans, je vis ma vie différemment. Je ne vis plus pour mes enfants comme je l'ai fait pendant des décennies. Je vis pour moi, pour mes propres intérêts, mes propres plaisirs. J'ai rejoint un club de lecture, je fais du bénévolat dans une bibliothèque locale, j'ai même commencé à peindre, quelque chose que j'avais toujours voulu faire mais que je n'avais jamais eu le temps de poursuivre quand je me consacrais entièrement à ma famille. Cette nouvelle vie n'est pas celle que j'avais imaginée pour mes vieux jours, mais elle a ses propres satisfactions. Mes enfants font maintenant partie de ma vie, mais ils ne sont plus ma vie entière. Cette distinction est cruciale. Je les aime encore, je les aimerai toujours d'une certaine manière, mais cet amour est tempéré par la réalité de qui ils sont vraiment. Ils ne sont pas les enfants parfaits et reconnaissants que j'imaginais dans mes rêves maternels. Ils sont des êtres humains imparfaits, capables d'égoïsme et de cruauté, même envers celle qui leur a donné la vie. Accepter cette réalité a été douloureux mais libérateur. Parfois, tard le soir, quand je suis seule dans ma maison silencieuse, je repense à cette semaine horrible de Thanksgiving. Je me souviens de la faim qui me tenaillait, de la solitude qui m'écrasait, du désespoir qui menaçait de m'engloutir. Mais je me souviens aussi de ma force, de ma résilience, de ma capacité à survivre malgré tout. Cette semaine m'a brisée d'une certaine façon, mais elle m'a aussi révélée à moi-même. J'ai découvert que je suis bien plus que juste une mère, que mon identité ne se limite pas à mon rôle dans la vie de mes enfants. Et la trahison, j'ai réalisé, a plusieurs visages. Il y a la trahison initiale, celle de l'abandon et de la négligence. Mais il y a aussi la trahison plus subtile des années d'indifférence accumulée, de l'amour tenu pour acquis, du respect qui s'érode lentement sans qu'on s'en aperçoive. Ce Thanksgiving n'était pas le début de la trahison, c'était simplement le moment où elle est devenue impossible à ignorer. Pendant des années, j'avais fermé les yeux sur les petits signes, les petites cruautés, me disant que c'était normal, que les enfants adultes ont leur propre vie. Mais normal ne signifie pas acceptable. Si je pouvais donner un conseil aux autres mères qui lisent mon histoire, ce serait celui-ci: aimez vos enfants de tout votre cœur, mais n'oubliez jamais de vous aimer aussi. Ne sacrifiez pas tout de vous-même au point de devenir invisible. Maintenez votre propre identité, vos propres intérêts, votre propre vie indépendante de la leur. Parce qu'un jour,
ils partiront vivre leur vie, et si vous n'avez rien d'autre que votre rôle de mère, vous vous retrouverez vide et vulnérable. Enseignez-leur par l'exemple que l'amour familial implique du respect mutuel, de la considération, de l'attention aux besoins des autres. Aux enfants adultes qui pourraient lire ceci, je dirais, vos parents vieillissent. Ils deviennent fragiles, dépendants, vulnérables. Ne considérez jamais leur amour et leur sacrifice comme acquis. Ne laissez pas votre vie bien remplie vous aveugler à leurs besoins. Un jour, vous serez vieux aussi, et la façon dont vous traitez vos parents maintenant établit le modèle de comment vos propres enfants vous traiteront. La trahison se transmet de génération en génération si nous ne brisons pas le cycle consciemment. Mes petits-enfants ont appris cette leçon ce soir de Noël où j'ai confronté leurs parents. Je vois dans leurs actions qu'ils essaient d'être différents. Ils m'appellent régulièrement, viennent me voir de leur propre initiative, s'assurent que j'ai tout ce dont j'ai besoin. Peut-être que cette génération fera mieux. Peut-être que ma douleur n'aura pas été vaine si elle peut servir de leçon à ceux qui viennent après. C'est ce que j'espère en tout cas, que quelque chose de bon puisse émerger de cette expérience terrible. Et la vie continue, jour après jour. J'ai mes bonnes journées et mes mauvaises journées. Certains jours, je regarde mes enfants et je ressens encore l'amour pur et simple que j'avais pour eux quand ils étaient petits. D'autres jours, je les regarde et je ne vois que la trahison, l'égoïsme, la cruauté dont ils ont fait preuve. C'est compliqué, déchirant, épuisant émotionnellement. Mais c'est ma réalité maintenant, et j'ai appris à vivre avec. Ce que je sais avec certitude, c'est que je ne serai plus jamais cette femme naïve qui croyait aveuglément en l'amour familial inconditionnel. J'ai vu le côté sombre de cet amour, j'ai vécu la trahison la plus profonde. Et même si le temps adoucit les blessures, il ne les efface jamais complètement. La cicatrice reste, me rappelant constamment de protéger mon cœur, même avec ceux que je devrais pouvoir aimer sans réserve. Aujourd'hui, alors que j'écris ces mots, presque 2 ans se sont écoulés depuis ce Thanksgiving maudit. Ma relation avec Thomas et Sophie s'est stabilisée dans une forme de normalité artificielle. Nous nous voyons pour les occasions spéciales, nous échangeons des nouvelles, nous faisons semblant que tout va bien. Mais nous savons tous que quelque chose d'essentiel manque. Cette spontanéité, cette chaleur naturelle, cette confiance absolue qui caractérise les vraies familles aimantes, tout cela a disparu, remplacé par une politesse prudente et une distance de sécurité. Il y a des moments où je me demande si j'aurais dû garder le silence, avaler ma douleur et préserver l'illusion de l'harmonie familiale. Peut-être aurais-je dû continuer à jouer le rôle de la mère parfaite et indulgente, celle qui pardonne tout, qui oublie tout, qui ne demande jamais rien en retour. Mais chaque fois que cette pensée me traverse l'esprit, je me rappelle ces jours terribles de faim et de solitude, et je sais que j'ai fait le bon choix. Dire la vérité était nécessaire, même si cette vérité a détruit l'illusion confortable dans laquelle nous vivions tous. Et la vérité est que beaucoup de personnes âgées vivent des situations similaires à la mienne. Elles sont négligées, oubliées, considérées comme des fardeaux par leurs propres enfants. Mais elles gardent le silence par honte, par peur, par amour mal placé. Elles protègent leurs bourreaux et souffrent en silence. Mon histoire, aussi douloureuse soit-elle, n'est pas unique. C'est une réalité que notre société préfère ignorer, cette épidémie silencieuse de maltraitance des personnes âgées, pas toujours physique, mais émotionnelle et par négligence. J'ai commencé à partager mon expérience avec d'autres personnes de mon âge lors de mes activités de bénévolat. J'ai découvert que beaucoup d'entre elles avaient des histoires similaires. Des anniversaires oubliés, des visites promises mais jamais réalisées, des besoins ignorés, des appels à l'aide non entendus. Nous formions un club involontaire de parents trahis, tous portant nos blessures invisibles avec une dignité fragile. Partager nos histoires nous a aidés à réaliser que nous n'étions pas seuls, que notre valeur ne dépendait pas du traitement que nous recevions de nos enfants. Une de ces femmes, Marguerite, m'a raconté comment ses 3 fils se battaient déjà pour son héritage alors qu'elle était encore en vie et en bonne santé. Ils venaient la voir non pas par amour, mais pour s'assurer qu'elle ne changeait pas son testament en faveur de l'un plutôt que de l'autre. Une autre, Jeanne, m'a dit que sa fille ne l'appelait que quand elle avait besoin d'argent pour payer ses factures. Ces histoires me brisaient le cœur parce qu'elles reflétaient une vérité universelle et dérangeante. Trop souvent, les personnes âgées deviennent invisibles, dévalorisées, exploitées. Mais il y avait aussi des histoires d'espoir. Certaines femmes avaient réussi à reconstruire leur relation avec leurs enfants après avoir établi des limites claires et exigé le respect qu'elles méritaient. D'autres avaient trouvé du réconfort dans des amitiés profondes,
des activités significatives, des vies riches qui ne dépendaient pas de la validation de leurs enfants. Ces histoires me donnaient de l'espoir, me montraient qu'il était possible de trouver la paix et la joie même après une trahison dévastatrice. J'ai aussi commencé à écrire, à documenter mon expérience de façon plus détaillée. Au début, c'était juste pour moi, une forme de thérapie, un moyen de traiter mes émotions complexes. Mais ensuite, j'ai réalisé que mon histoire pouvait peut-être aider d'autres personnes, soit des personnes âgées qui vivent des situations similaires, soit des enfants adultes qui pourraient voir dans mon récit un avertissement de ce que leur négligence pourrait causer. L'écriture est devenue ma façon de transformer la douleur en quelque chose de potentiellement utile. Thomas et Sophie ont appris que j'écrivais sur notre expérience. Ils n'étaient pas contents. Sophie m'a supplié de ne pas partager notre histoire familiale avec des étrangers, disant que c'était privé, que cela les ferait mal paraître. Je lui ai dit que la vérité n'est pas toujours confortable, mais qu'elle mérite d'être racontée. Si mon histoire les faisait mal paraître, c'est parce que leurs actions étaient répréhensibles, pas parce que je les déformais. Je leur ai promis de changer les noms et certains détails pour protéger leur identité, mais je ne changerai pas les faits essentiels. Cette conversation a révélé quelque chose d'intéressant. Ils avaient honte de ce qu'ils avaient fait, mais leur honte se manifestait par le désir de cacher la vérité plutôt que par un véritable changement de comportement. Ils voulaient que je garde leur secret, que je protège leur réputation, mais ils ne voulaient pas vraiment faire le travail difficile de comprendre pourquoi ils avaient agi de cette façon et comment devenir de meilleures personnes. C'était révélateur de leur caractère fondamental, l'apparence comptait plus que la substance. Les saisons continuent de passer et chacune apporte ses propres défis et réflexions. L'été dernier, j'ai appris que Thomas et sa famille planifiaient un autre grand voyage. Quand il me l'a annoncé, j'ai vu dans ses yeux qu'il attendait ma réaction, craignant peut-être que je réagisse avec colère ou tristesse. Au lieu de cela, je lui ai simplement demandé s'il avait organisé quelqu'un pour vérifier régulièrement que j'allais bien pendant son absence. Il a immédiatement dit oui, qu'il avait déjà tout arrangé avec mes services d'aide à domicile et avec les voisins. Au moins, cette leçon-là avait été apprise. Mais le fait qu'il ait besoin d'une catastrophe pour apprendre cette leçon basique de décence humaine reste douloureux. Pourquoi a-t-il fallu que je souffre autant pour qu'il comprenne qu'on ne laisse pas sa mère âgée sans soutien? Ces choses-là devraient être évidentes, instinctives, naturelles. Le fait qu'elle ne l'ait pas été pour mes enfants me dit quelque chose sur les limites de mon éducation. Peut-être ai-je été trop indulgente, trop protectrice, les empêchant de développer l'empathie et le sens des responsabilités nécessaires pour être de bons êtres humains. Je me demande souvent ce que leur père aurait pensé de tout cela. Mon mari était un homme bon, généreux, attentionné. Il prenait soin de ses propres parents avec un dévouement admirable jusqu'à leur dernier souffle. Aurait-il été déçu de voir comment nos enfants m'ont traité? Ou aurait-il trouvé des excuses pour eux, comme je l'avais fait pendant tant d'années? Je ne le saurai jamais. Mais je pense à lui souvent, surtout pendant les moments difficiles, et je me demande ce qu'il me conseillerait de faire. Un aspect particulièrement douloureux de cette situation est la façon dont elle a affecté ma perception de mes propres souvenirs. Tous ces beaux moments que j'avais chéris, ces anniversaires, ces Noëls, ces dimanches en famille, sont maintenant teintés de doute. Étaient-ils vraiment aussi heureux que je le pensais? Ou est-ce que j'étais la seule à ressentir cette joie profonde pendant que mes enfants participaient par obligation plutôt que par désir? Cette incertitude rétrospective est cruelle, elle me vole même les bons souvenirs que j'avais. Il y a aussi la question de l'héritage. Je possède cette maison, j'ai quelques économies mises de côté. Selon mon testament actuel, tout sera divisé équitablement entre Thomas et Sophie à ma mort. Mais depuis les événements de ce Thanksgiving, je me demande s'il mérite cet héritage. Devrais-je le laisser à des organisations caritatives, à mes petits-enfants directement, ou à des causes qui me tiennent à cœur? Cette question me tourmente parce qu'elle soulève des enjeux complexes de punition, de pardon, de justice et d'amour maternel. D'un côté, une partie de moi veut les déshériter pour leur montrer qu'il y a des conséquences à la cruauté et à la négligence. Mais d'un autre côté, une autre partie de moi, cette partie qui reste leur mère malgré tout, veut leur laisser quelque chose, ne serait-ce que pour maintenir un dernier lien entre nous. Je n'ai pas encore pris de décision définitive. C'est un pouvoir étrange et inconfortable d'avoir ce contrôle sur quelque chose qu'ils désirent, et je ne sais pas comment l'exercer de manière juste et sage. Mes petits-enfants sont maintenant des adolescents et de jeunes adultes. Ils viennent me voir souvent et nos conversations sont devenues plus profondes,
plus significatives. Ils me posent des questions sur ce qui s'est passé ce Thanksgiving, sur ma relation avec leurs parents. Je leur réponds honnêtement mais sans amertume excessive. Je veux qu'ils comprennent la complexité des relations familiales, qu'ils apprennent de nos erreurs, mais je ne veux pas non plus les monter contre leurs parents. L'aînée, Camille, m'a dit récemment quelque chose qui m'a profondément touchée. Elle a dit que ce qui s'était passé lui avait appris à ne jamais considérer l'amour de sa famille comme acquis, à toujours être attentive aux besoins des autres, surtout ceux qui sont vulnérables. Elle m'a remerciée pour avoir eu le courage de dire la vérité, même quand c'était difficile. Ces mots m'ont fait pleurer, des larmes douces cette fois, des larmes de gratitude que quelque chose de bon puisse sortir de cette douleur. Le pardon est un concept que je lutte encore à comprendre pleinement. Les gens me disent souvent que je devrais pardonner complètement à mes enfants, que c'est ce que font les bons chrétiens, les bonnes personnes, les bonnes mères. Mais le pardon, j'ai appris, n'est pas un événement unique, c'est un processus continu. Certains jours, je pense que j'ai pardonné, que je peux avancer sans ressentiment. D'autres jours, la colère et la douleur ressurgissent avec une intensité qui me surprend. Je pense que le vrai pardon ne signifie pas oublier ou excuser ce qui s'est passé. Il signifie reconnaître la réalité de la trahison, ressentir pleinement la douleur qu'elle a causée, puis choisir de ne pas laisser cette douleur dominer le reste de ma vie. C'est un équilibre délicat entre se souvenir et avancer, entre protéger mon cœur et rester ouvert aux possibilités de connexion. Je travaille sur ce pardon chaque jour, pas pour eux, mais pour moi, pour ma propre paix intérieure. Il y a des jours où je regarde par la fenêtre de ma cuisine, celle où j'ai tant de fois préparé des repas pour ma famille, et je me sens submergée par la solitude. Pas la solitude physique, j'ai mes activités, mes amis, mes occupations. Mais une solitude plus profonde, existentielle, la solitude de savoir que les personnes qui devraient être les plus proches de moi sont en réalité des étrangers émotionnels. C'est une forme particulière de chagrin, de pleurer une relation qui existe toujours techniquement mais qui est morte dans son essence. Pourtant, il y a aussi des moments de beauté inattendus. L'autre jour, j'étais dans mon jardin, en train de planter des tulipes pour le printemps prochain, quand mon voisin Monsieur Dupont est venu me saluer. Nous avons parlé pendant 1 heure de choses et d'autres, de ses petits-enfants, de mon bénévolat, du temps qu'il faisait. C'était une conversation simple, ordinaire, mais elle m'a rempli d'une chaleur que je ne ressentais plus avec mes propres enfants. J'ai réalisé que la connexion humaine, la vraie connexion, peut venir de sources inattendues. J'ai aussi trouvé du réconfort dans la nature, dans les cycles des saisons qui continuent indépendamment de nos drames humains. Chaque printemps, les fleurs que j'ai plantées éclosent fidèlement. Chaque automne, les feuilles tombent et nourrissent la terre. Il y a quelque chose de profondément apaisant dans cette constance, cette fiabilité. La nature ne trahit jamais, elle suit simplement ses lois immuables. Dans un monde où les relations humaines peuvent être si décevantes, cette prévisibilité naturelle devient un refuge. Ma santé commence à décliner maintenant, c'est inévitable à mon âge. J'ai développé de l'arthrite qui rend certaines tâches quotidiennes difficiles. Ma vision n'est plus ce qu'elle était. Je me fatigue plus facilement. Ces changements me rappellent que mon temps sur cette terre est limité, que je dois faire la paix avec ce qui s'est passé avant qu'il ne soit trop tard. Je ne veux pas mourir avec ce poids d'amertume sur le cœur. Mais je ne veux pas non plus mourir en prétendant que tout va bien quand ce n'est pas le cas. Thomas et Sophie sont devenus plus attentifs depuis qu'ils ont remarqué mon déclin physique. Ils m'appellent plus souvent, viennent me voir plus régulièrement, proposent leur aide pour tout. Une partie cynique de moi se demande si cette attention accrue vient d'un véritable amour ou de la culpabilité, de la peur de perdre leur mère avant d'avoir pu réparer leur trahison. Mais je suppose que les motivations humaines sont rarement pures et simples. Peut-être que leur attention vient d'un mélange des deux, et peut-être que c'est suffisant. Ce qui me manque le plus, je pense, c'est la spontanéité de l'affection. Avant, Sophie m'appelait parfois juste pour me dire qu'elle pensait à moi, sans raison particulière. Thomas passait à l'improviste avec des pâtisseries qu'il savait que j'aimais. Ces petits gestes non sollicités étaient précieux parce qu'ils venaient du cœur. Maintenant, chaque interaction semble calculée, mesurée, consciente. Ils font attention à moi non pas parce que c'est naturel, mais parce qu'ils ont appris qu'ils devaient le faire. L'authenticité a été remplacée par la performance de l'amour filial.